Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Oliva, le co-directeur général d'Atos. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. On a du temps pour en parler, mais c'est quand même assez dingue ce qui arrive et ce qui arrive à Atos. J'espère que le meilleur reviendra, mais vous vivez quand même une tourmente quand même, qui dure maintenant depuis 18 mois avec, on le sait, une success story incroyable, Thierry Breton qui après est parti et puis qui a viré quand même un peu au cauchemar, même s'il y a des perspectives et on est là pour en parler. Je résume, Atos va se scinder l'année prochaine, en 2023. La question qu'on se pose, c'est déjà pourquoi vous coupez en deux? Parce que si j'ai bien compris, il faut retrouver le chemin de la croissance pour Atos, qui a fait de profit warning en 2021. Et d'un côté, donc, on aura les activités historiques du groupe, qui sont dans le chiffre d'affaires régressent, et il y aura les activités en croissance. C'est ça, mais pourquoi faire ça? Et était-ce la seule solution que de faire une scission? Certains analystes disent qu'il y a peut-être d'autres alternatives. Oui, on a analysé à peu près toutes les options qui étaient possibles, bien évidemment, pour l'instruction qui doit être réalisée par le conseil d'administration. Mais je crois que le point le plus pragmatique dans vraiment le scénario de séparation, c'est que d'une part, on a une divergence de processus décisionnel de la part de nos clients entre ce qui est relatif aux infrastructures et ce qui est relatif à la transformation digitale. Et que dans le modèle d'Atos, on avait effectivement un modèle qui permettait d'adresser le marché, qui avait pour vocation à adresser les services d'infrastructure et les services de transformation digitale, et en comptant un petit peu la pépite au sein d'Atos, qui est le high performance computing, donc on va dire les fabrications de serveurs très avancées. Quand on a cette gouvernance qui effectivement avait pour vocation sur des domaines de plus en plus spécialisés à considérer qu'une force de vente a la capacité à pouvoir positionner à la fois des services d'infrastructure, de la transformation digitale avancée et du calcul scientifique haute performance par exemple, je pense qu'au bout d'un moment c'est illusoire. On ne va pas tout faire, ça vous êtes dit. Voilà, on ne peut pas tout faire. Autant se positionner sur ce qui est en croissance, c'est ça l'idée. Voilà, il y a deux activités qui toutes les deux vont porter, on va dire, chacun leur stratégie, leur roadmap, leur évolution. Le point le plus fondamental, c'est que je ne fais pas partie des gens qui considèrent que les services d'infrastructure vont mourir demain. Qu'est-ce qu'on appelle les services infrastructures? C'est véritablement tout ce qui est autour du data center. Donc on va dire l'hébergement des serveurs applicatifs, les gestes de proximité pour opérer ces serveurs. Et puis mais c'est pas l'avenir ça, avec le cloud, tout ça, c'est pas... Et le problème, c'est que le cloud a pris une partie de ces activités-là, puisque le cloud a eu pour vocation, si je sursimplifie, a eu pour vocation d'industrialiser la totalité de ces services dans des modèles homogènes. Ouais. C'est à peu près ça la dynamique. Et plus chez le client. Voilà, plus chez le client, dans des data centers qui sont externalisés, qui sont véritablement industrialisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la customisation. Et donc c'est l'expansion du cloud qui a un peu tuer le business des serveurs chez le client? Qui a en tout cas changé la manière dont on utilise l'informatique. Mais toujours est-il que sur le business qu'on appelle donc Tech Foundation, sur ce business de services d'infrastructure, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des activités critiques qui resteront pour certains clients dans leur data center ou dans des data centers sur lesquels on aura une ségrégation de l'infrastructure physique parce que pour des contraintes de confidentialité, de souveraineté, on ne souhaite pas l'exposer dans un cloud public. Donc, activité historique au sein d'une branche qui s'appellera Atos d'ailleurs, ça restera Atos? Alors, pour l'instant, on l'appelle le nom de code, c'est New Atos pour les activités, on va dire, de services d'infrastructure, et le nom de code du projet pour la partie digitale, big data et sécurité qui s'appelle Evidian. Avec un chiffre d'affaires qui est amené à baisser chaque année, j'ai vu 5-10%, c'est ça? En gros, ça perd... Alors, côté on va dire services d'infrastructure, il y a un besoin de rationalisation. C'est-à-dire qu'il faut remettre le business en balance, c'est-à-dire bien aligner la dynamique de revenus avec la problématique de coûts. On a généré des facteurs de non-compétitivité, notamment sur certaines régions. Les équipes qui sont dirigées par Nourdine sont en train de véritablement... L'autre co-directeur général. Voilà, l'autre co-directeur général. Nourdine est en train de mener un grand plan de transformation, d'automatisation, d'industrialisation. C'est ce plan qui coûte 1,5 milliard d'euros? C'est ce plan qui coûte aujourd'hui, dans ce qu'on a communiqué au Capital Market Day, à peu près 850 millions d'euros côté Tech Foundation. Les 1,5 milliard auxquels vous faites référence sont les besoins de financement dont on avait besoin au moment de l'annonce de la séparation, pour articuler ce projet de séparation et démontrer à nos actionnaires qu'on n'avait pas de problème de liquidité sur la période d'exécution du plan de transformation.
Mais vous confirmez qu'en tout cas, il y aura de la décroissance en termes de revenus sur cette activité historique. Le plan côté, on va dire, des services d'infrastructure est effectivement d'être beaucoup plus focus sur des services à valeur ajoutée et donc de ne pas chercher de la croissance à tout prix, mais d'aller chercher du business profitable. Donc oui, il y a un plan qui consiste à dire on ne va pas chercher la croissance sur les activités, de Tech Foundation. On va la chercher sous la marque Evidian qui regroupera le big data, la cybersécurité, l'intégration de logiciels, 5 milliards d'euros, ça c'est vous, et 60 000 salariés, c'est ça? Oui, c'est ça. Expliquez-nous en 2 mots quand même juste ces activités, pourquoi elles sont porteuses, pourquoi est-ce qu'elles seront en croissance, à quoi elles servent? Alors elles sont porteuses à 2 titres. D'une part parce qu'on voit qu'il y a toujours une dynamique qui est très forte dans la transformation digitale et ses besoins de transformation, et que ce soit Covid ou pas Covid, de toute façon il y a un véritable besoin transformationnel. Qui s'est calmé un petit peu d'ailleurs depuis même si on est à la 9e vague de Covid, cette transformation digitale est toujours présente. Elle est toujours très présente, d'une part parce que malgré tout, il y a 2 facteurs sur lesquels je souhaiterais quand même développer, c'est que dans la valeur ajoutée d'Evidian, il y a quelque chose qui aujourd'hui sort un petit peu dans toutes les structures géopolitiques ou macroéconomiques, qui est le besoin de souveraineté. Aujourd'hui, dans le périmètre d'Evidian, on a une activité qui est au sein de la ligne de business qu'on appelle Big Data et Sécurité, qui est toute la production des serveurs d'infrastructure critiques. Donc quand je dis serveurs d'infrastructure critiques, il faut savoir qu'aujourd'hui, Atos fournit, dans le cadre des environnements de ce qu'on appelle de high performance computing, c'est-à-dire tout ce qui est le calcul scientifique très avancé pour la recherche, pour la simulation nucléaire, pour éventuellement l'exploration spatiale, tout ce qui est très demandeur de puissance de calcul, ces activités-là aujourd'hui, on est le seul et unique prestataire en Europe capable de produire ces serveurs et capable de répondre aux besoins de souveraineté. Acteur européen. Acteur européen. Quand on regarde ensuite les autres activités qui sont connexes à celle-ci, on a la partie cybersécurité. La partie cybersécurité, on est considéré comme étant le numéro 1 mondial de la cybersécurité. Donc quand je fais la combinaison des deux, je me dis, j'ai un besoin de souveraineté pour la partie militaire, défense, pour la partie transformation énergétique, puisqu'on est au milieu de la crise énergétique. Donc j'ai ce facteur de différenciation qui est colossal. Et si j'arrive à effectivement démontrer et intégrer que non seulement je sais construire des infrastructures souveraines et qu'en plus je sais protéger la donnée par les activités de cybersécurité, je réponds de manière unique à un besoin qui est de plus en plus croissant. Pourquoi ne pas avoir vendu carrément vos activités historiques? Vous y avez pensé parce que personne n'en voulait? Mais ça a été testé, c'est-à-dire qu'il y a ça aurait été plus simple pour raconter au marché, parce qu'effectivement, on voit bien la défiance, on en parlera après sur le cours de bourse, mais pourquoi ne pas avoir opté pour une cession pure et simple? Il y a eu une démarche il y a à peu près 2 ans dans laquelle, sur l'activité historique, on a essayé de vendre certains actifs autour des data centers. Et alors? La seule contrainte, c'est que ce programme, on va dire, de cession n'a pas fonctionné parce que simplement, il n'était pas attractif par rapport au marché. Ce que Diane Galbe, qui est en charge des activités et des fonctions support et des projets stratégiques, est en train de piloter avec les équipes de Merge and Acquisition, c'est qu'on a pris une position différente. On s'est dit, on a également un engagement, on va dire, de cession à hauteur de 700 millions. Qui a été présenté lors du Capital Market Day. Donc pourquoi vous ne l'avez pas faite cette session et pourquoi la scission est la meilleure des solutions de location? Parce que c'est simplement, vous le savez comme moi, quand on essaye de vendre quelque chose qui n'est pas très attractif, c'est forcément un peu plus difficile que générer l'attractivité. Donc c'est ce que j'avais compris. Ouais. Donc là, la manière Donc c'est par défaut, cette scission, elle est un peu aussi par défaut, elle a sa cohérence stratégique, mais vous gardez encore une fois cette entité, c'est aussi parce que vous n'avez pas réussi à la vendre. Je parle de l'activité historique. Oui, si ce n'est qu'on n'a jamais essayé de vendre l'activité historique complètement. On avait essayé de vendre des parties de cette activité et qui, là, pour le coup, ne généraient pas l'attractivité qui était attendue. Atos conserverait 30% du capital d'Evidian avant de sortir. On a l'impression qu'il y aura une sortie derrière, évidemment. L'objectif, c'est de dire que pour arriver à articuler le plan de transformation des activités historiques d'Atos, il va y avoir besoin aussi d'une injection de cash. Et que le but du jeu, étant donné que la valorisation cible du périmètre Evidian est très supérieure à la capitalisation boursière actuelle, l'idée est de faire en sorte que... La capitalisation, c'est aujourd'hui 1 milliard et quelques, 1 milliard d'euros 1,2 milliard, 1,3 milliard. Alors que la valorisation d'Evidian est de... Elle est beaucoup plus élevée que ça. Après, le marché nous dira... non, mais théoriquement, comptablement, on va dire. Comptablement, elle est beaucoup plus élevée. Il y a eu un premier benchmark qui a été lancé par une marque d'intérêt de OnePoint sur une valeur d'entreprise à 4,2 milliards. Nous, on estime que c'est bien au-delà de ça. Bon.
La scission aura lieu plus tôt, au final. Ça sera premier semestre 2023 et non pas avant la fin d'année 2023. Pourquoi Voilà, cette accélération? Pourquoi plutôt que prévu? Parce qu'on se bagarre. Parce qu'on se bagarre pour arriver à démontrer, d'une part, restaurer la fierté des équipes, ce qui est quand même important, et puis de faire en sorte de démontrer que cette nouvelle équipe de direction, elle a la capacité à exécuter sur la base des engagements qui sont pris, et qu'on s'était donné, on va dire, de 12 à 18 mois pour exécuter le plan de séparation, et que pour l'instant, on est parfaitement en ligne sur l'objectif que l'on s'était fixé, qui était d'arriver à réaliser cette session sur 12 mois. Il y aura ou pas augmentation de capital? Non, pas à ce stade, ça ne fait pas partie des discussions. On verra plus tard, au moment où on fera, on va dire, la valorisation d'Evidian en vue de son introduction en bourse, mais ça ne fait pas partie des options qui sont sur la table. Donc introduction en bourse, à quel d'Evidian, à quel... Au moment de... Donc premier semestre 2023. Au moment, dans la deuxième partie de 2023, deuxième semestre 2023. Est-ce que vous adosserez, Philippe Oliva, Evidian, à un partenaire capitalistique? On voit beaucoup de noms circuler, Thales, Orange. C'est inéluctable? C'est un souhait? Non, c'est pas inéluctable, puisque de toute façon, aujourd'hui, il faut bien voir qu'on parle effectivement d'une introduction, si ce n'est que dans le schéma effectivement de transfert des parts, c'est-à-dire que pour aussi montrer aux actionnaires existants d'Atos qu'on a bien pris soin en tout cas de cette démarche, c'est que une action Atos vaudra 0,7 actions d'Evidian. Donc aujourd'hui, on verra ensuite quels sont les actionnaires, on va dire, industriels qui souhaitent faire partie de la belle aventure qu'on est en train de construire. Mais tous auront envie d'aller sur Evidian, où il y a de la croissance, où il y a des perspectives, plus que sur le new old Atos. Mais on va voir comment les business d'infrastructure se consolident. Je pense que sur le business, on va dire, que vous appelez le old Atos, que nous on appelle le new Atos. J'ai dit new old Atos. Donc sur le new Atos, moi j'ai quand même une conviction, je connais cette activité très bien pour avoir passé une grande partie de ma vie, c'est que je suis convaincu que ce business va se redresser plus facilement que le marché le projette. Pour une raison assez simple, c'est que ce retour aux besoins de souveraineté, il faut savoir que le New Atos va être le plus gros acteur de services d'infrastructure européen. Donc à partir du moment où on développe une stratégie qui effectivement va permettre de démontrer cette notion, effectivement pas exclusivement d'offshore mais également de nearshore pour des services critiques, que ce soit au niveau des grandes institutions financières ou que ce soit au niveau des grands industriels et du secteur public, je pense que ça fait sens et que je suis loin de penser que ce marché est mort-né, loin de là. Philippe Oliva, pour les actionnaires qui nous regardent, les investisseurs, tout ce qu'ils ont vu notamment, 3 patrons différents en 9 mois, un cours de bourse divisé par 3 cette année. Est-ce que vous comprenez cette défiance? Est-ce que vous comprenez aussi que peut-être que les investisseurs n'ont pas réussi à cerner et à comprendre votre plan? Alors je pense que les investisseurs comprennent bien le plan désormais. On a probablement encore... En tout cas, ça les laisse sceptiques ou dubitatifs. Je fémise un peu. Oui, non, mais de manière factuelle, vous avez complètement raison. Enfin, je veux dire, on a eu des changements de gouvernance successifs. Maintenant, on a une nouvelle équipe qui est totalement engagée sur l'exécution et la réalisation de ce projet. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on projette l'avenir. Si on projette l'avenir, parce que dans une démarche d'investissement, David, ce qui est important, je ne vais pas citer, on va dire, les grands du capital market de ce monde, mais on ne peut pas regarder qu'un prisme court terme, et encore moins sur des sociétés de cette envergure et de cette importance. Et que la stratégie que l'on développe aujourd'hui, si je focalise plus sur le périmètre d'Evidian, on va être un gros acteur du cloud souverain. On est le numéro 1 mondial des services de cybersécurité. J'ai une workforce de transformation digitale qui représente quand même 35 000 personnes. Et que toute cette équipe-là, elle a envie de démontrer, de restaurer sa fierté, de montrer au marché ce que l'on peut réaliser. Et par-dessus tout, j'ai quand même, comme on l'a souligné, la plus grosse activité européenne de fabrication d'infrastructures critiques qu'on appelle les activités HPC et d'advanced computing. Donc si tout ça, j'en fais une stratégie intégrée qui, de manière délibérée, répond à l'ensemble des contraintes de régulation et de croissance des activités, notamment en Europe, je pense que j'ai une offre qui est très différenciante. Est-ce que le plus dur est passé pour le groupe Atos, en mettant Evidian tout, quand on parle d'Atos au sens là, est-ce que le plus dur est passé? Moi, je ne veux pas fanfaronner parce qu'il faut savoir faire preuve d'humilité dans notre marché, mais
Depuis qu'on a repris avec la nouvelle équipe de direction, globalement, vous avez vu trimestre après trimestre, on a tenu nos engagements, on a montré une amélioration qui est significative, à la fois sur la top line, puisque globalement, on tournait entre -2, -5, on va dire, de revenus, et qu'à la fin du troisième trimestre, on a annoncé qu'on était globalement stable, ce qui était quand même, on va dire, un recovery spectaculaire par rapport à la tendance qui était active. D'autre part, on a expliqué qu'on était extrêmement confiant sur l'atteinte de notre cible de revenus sur le quatrième trimestre. Et ça, je pense que c'est important de montrer que malgré effectivement tout le bruit qu'on a pu avoir autour d'Atos, et une fois de plus, avec toute l'humilité nécessaire, je pense que certains étaient fondés et qu'il était normal qu'on clarifie, qu'on explique et qu'on démontre la conviction qu'on a autour du projet. Mais on est sur la bonne trajectoire. Vous admettez des erreurs commises par les managements ? Sachant que vous n'êtes pas comptable non plus de tout ce qui a été fait avant. Ouais, mais je ne fais pas partie de ceux qui ont envie de systématiquement regarder ce qui s'est fait sur le passé. Je pense que pour construire l'avenir, il faut bien comprendre le passé. Je crois qu'on a une dynamique aujourd'hui sur laquelle on a fait un diagnostic qui est extrêmement précis de ce qui n'a pas fonctionné et de ce qu'il faut corriger. On est beaucoup plus focalisé sur notre savoir-faire, là où on est bon, là où on sait se différencier et protéger de la marge. Donc c'est ça qu'on va exécuter. Donc la survie du groupe n'est plus en jeu aujourd'hui, c'est ça mon sujet, au-delà des perspectives et du futur et de l'avenir, la survie du groupe n'est plus en jeu aujourd'hui. Non, mais comme je l'ai dit, le financement aujourd'hui tel qu'il a été structuré, puisqu'on parle, on va dire, de la survie et globalement, est-ce qu'on a la capacité de financement pour supporter la transformation et après chaque entité volera de ses propres ailes. Aujourd'hui, le travail qui a été réalisé par nos équipes finance et par les équipes corporate fait qu'on a un prêt bancaire qui nous couvre sur 18 mois renouvelables 2 fois 6 mois. Donc globalement, on a 30 mois de liquidités qui sont assurés. Maintenant, la confiance des actionnaires, il faut qu'effectivement qu'on la gagne en démontrant que... C'est mon sujet. Qu'est-ce qu'on dit aux actionnaires qui nous regardent, qui se sont pris 70% de pertes cette année, ce qui est, comme arrive rarement, heureusement, qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Qu'est-ce qu'on leur dit pour leur redonner confiance ? Ben, je pense que déjà, il faut bien prendre... le temps de regarder la stratégie qui est la nôtre et les facteurs de différenciation qui sont les nôtres. Si on regarde le facteur de différenciation et qu'on fait une extrapolation de quels sont les besoins du marché aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui est excellente. Et on est en train de le démontrer puisque malgré un scénario, on va dire, de mise en place de séparation qui forcément défocus une partie des équipes, il faut qu'on soit aussi réaliste. Oui. Mais malgré tout, on est en train de délivrer cette transformation avec un retour à la croissance et avec globalement des clients qui nous font confiance et sur lesquels on continue à signer des deals qui sont spectaculaires. Dans Siemens, il y a quelques jours. Voilà, Siemens, il y a quelques jours, sur une activité d'orchestration et d'incident management qui est très, très critique dans la transformation digitale. On a livré en Italie, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et je serai demain à Bologne pour faire cette annonce, le 4e plus gros supercomputer de la planète, qui est quand même une fierté sous la bannière européenne et française, sur laquelle c'est pas anecdotique d'avoir la capacité à produire le 4e calculateur scientifique. Qui servira à quoi d'ailleurs ? Qui servira à tout ce qui est simulation autour de la recherche, le développement, la transformation énergétique, parfois le décodage du génome humain. Donc il y a beaucoup d'activités dans une multitude de secteurs d'activité, que ce soit healthcare, la science ou l'énergie. Vous faites preuve d'humilité, mais vous êtes confiant. Je suis très confiant. À quand le retour aux bénéfices ? Le retour au bénéfice, là aujourd'hui... Est-ce que vous pouvez le dater déjà ? Mais aujourd'hui, je vais même faire plus que le dater, puisqu'on a confirmé notre guidance, donc la guidance qui sont les engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos actionnaires, sur lequel on sera profitable cette année. Donc l'operating margin qu'on a communiqué est une operating margin qui est positive. Et dans la durée ? Ah ben oui, puisqu'après dans le Capital Market Day, le plan que je suis en train d'exécuter, de faire en sorte que le périmètre d'Eviden soit capable de générer 7% de croissance moyenne sur une période de 5 ans. Qu'est-ce qui restera, pardon, je coupe, côté en bourse ? Il y aura Eviden et il y aura aussi... Et aussi Tech Foundation. Voilà. Donc le New Atos. Mais on aura plus envie spontanément d'aller sur Eviden que sur... non, honnêtement. Mais c'est pas les mêmes business models. Oui, mais l'histoire qui est racontée derrière, il y en a une qui est plus sexy que l'autre quand même, hein.
Bah, D'ailleurs, c'est la vôtre au passage, oui, en passant. Non, je ne sais pas si, une fois de plus, il faut faire attention parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez spectaculaire qui peut être construit sur le périmètre des services d'infrastructure et je ne crois pas que ce business va continuer dans un espèce de marasme et qui n'est pas lié exclusivement à Atos, hein, parce que si vous regardez les deux grands compétiteurs que sont DXC et Kyndryl sur ce périmètre d'infrastructure, ce n'est pas des activités simples non plus à redresser. Bon, vous parliez des talents, c'est vrai, ça, pendant ces 18 mois de bourrasque, pas facile de retenir les talents dans une industrie qui est hyper compétitive, où les talents se volent à prix d'or, non ? Oui, alors on fait deux choses. D'une part, on montre une certaine forme, en tout cas de continuité de notre attractivité, puisque juste sur le troisième trimestre, on a embauché 8500 personnes, donc ce qui montre qu'il y a des gens qui ont envie de faire partir également de ces nouvelles combien aventures. Sont partis ? Non, c'est un net positif. Donc ça veut dire que sur le turnover, pour répondre précisément à votre question, on est entre 19 et 20%, ce qui est exactement la moyenne de l'industrie. Donc je fais pas mieux, mais je fais pas pire non plus. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur la bonne trajectoire par rapport à ça. Ça nécessite beaucoup de communication. Il faut savoir que ce soit Diane Galbe, Nourdine et moi, on a une stratégie de communication. Tous les mois, on parle à nos 112 000 employés, on consacre tout le temps nécessaire à répondre à l'ensemble des questions pour enlever toute l'ambiguïté, l'anxiété qui peut être active autour d'un projet de séparation qui forcément est un peu complexe à appréhender. Bon, vous reviendrez nous voir donc deuxième semestre 2023 au moment de l'introduction de l'IPO d'Eviden. Avec grand plaisir. Vous ne serez plus co-directeur général, mais vous serez CEO, directeur général de l'activité. On en parlera à ce moment-là. Merci de passer nous voir. Merci Philippe beaucoup. Oliva, co-directeur général donc d'Atos. Merci beaucoup, invité de la grande interview en direct sur Boursorama.